Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Vous et moi, nous tous, nous sommes des cellules, on pourrait le voir comme ça, des cellules d'un corps beaucoup plus grand, celui de l'humanité. Et chaque cellule, les cellules du foie ont un rôle, des reins ont un rôle, de la rétine ont un rôle. Chacun a son rôle bien spécifique. Et si on fonctionne correctement avec notre véhicule, stratégie, autorité intérieure, ce sont le mode opératoire à utiliser, nous serons au bon endroit, au bon moment. Et donc, nous y ferons la tâche qui nous est demandée de faire au service de l'humanité. Merci d'être avec nous, bienvenue, une nouvelle rencontre passionnante, je l'espère, que vous allez commenter, partager, s'il vous plaît, avec mon invité Jacques Chapoutot, qui est installé sur les canapés. Bonjour Jacques. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par une phrase que vous avez rédigée dans la fiche de production, qui m'a interloqué. Vous dites « L'humanité est comparée à un immeuble frappé par un tremblement de terre de magnitude 9, c'est-à-dire le maximum, où plus rien ne tient et aucune aide extérieure n'est disponible. » C'est le constat que vous faites de notre humanité ? C'est le message que je voudrais passer dans cette entrevue. Ça s'appelle le chaos. C'est le chaos. Nous sommes en plein chaos. L'humanité n'est pas comme un immeuble, mais l'humanité est comme dans un immeuble. Et il se trouve que cet immeuble où les gens habitent et ont l'habitude de se véhiculer en certitude, savent où trouver ce dont ils ont besoin. Il se trouve que cet immeuble, depuis un certain nombre d'années, est secoué par un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui est invisible, inaudible, incolore, mais pas indolore. On en fait l'expérience tous les jours dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que tout ce à quoi on a pu s'accrocher, se raccrocher jusqu'à présent, un tsunami ou un tremblement de terre de magnitude 9, il n'y a plus rien sur quoi et à quoi se raccrocher. Et surtout pas à l'extérieur de soi. Et le message que je voudrais transmettre ici, c'est qu'il y a des outils pour nous permettre, à partir de l'intérieur de nous-mêmes, de trouver quel est le chemin juste pour nous, et que ce chemin n'est pas linéaire, et il n'est pas le même pour chacune et chacun d'entre nous. Cela veut dire qu'il nous faut avoir une écoute intérieure, un silence intérieur, de façon à entendre ces intelligences qui ont été placées dans notre véhicule physique, psychique, ces intelligences qui savent exactement ce qui est bon pour nous, individuellement, et ce qui ne l'est pas. Dans ce chaos dans lequel nous sommes, ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qui est là, et qui est là depuis pas mal d'années. Comment chacune, chacun, et je m'adresse à chacune et chacun d'ici, comment trouvez-vous le chemin de votre survie? Car nous en sommes là. Et vous parlez de tsunami énergétique planétaire. Oui. Je parle d'un tsunami parce que ce tremblement de terre invisible, c'est comme si deux plaques tectoniques, et on va venir à la description de ça, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est comme si deux plaques tectoniques sous-marines frottaient depuis quelques dizaines d'années, largement.
Et donc, il y a des vagues. Et ces vagues-là, aucune personne sur la planète ne peut y échapper. Nous y sommes tous et toutes confrontés. ABC Talk vient de me lancer un défi. Peut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi, ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous ? On peut comprendre évidemment ce chaos, et c'est vrai que il faut pas avoir lu dans des boules de cristal pour se rendre compte de la situation que nous vivons, et pas nécessairement que dans l'Hexagone, elle est planétaire, hein, cette situation, vous avez bien raison. Mais au-delà du constat, quel support utilisez-vous, et ça c'est le cœur de votre activité, pour affirmer ça? Tout part d'un message. Un message reçu il y a une 40aine d'années. Message prophétique à l'époque, mais qui ne l'est plus, puisque nous sommes en plein dedans. Un message qui indique que nous sommes l'humanité, je vais même mettre plus général, la vie en général, la nature fait évoluer les choses. Nous sommes dans une évolution permanente. L'humain actuel n'est plus, selon l'outil que j'utilise, le design humain, n'est pas l'humanité, l'être humain actuel n'est plus le même qu'il y a 200 ans, qu'il y a 500 ans. Mais le message dont vous parlez, de qui et d'où vient-il ce message? Alors ce message vient d'un homme, un Canadien, qui s'appelait Robert Krakower, je vais essayer de le dire en anglais, qui a entendu un message pendant 8 jours et 8 nuits. C'était au début des années 87. Okay. Et en écriture automatique, il a écrit des tas de pages. Il était quoi, lui, médium? Et rien du tout. Rien du tout. Et ça ne l'intéressait pas du tout. Tous ces trucs-là, la spiritualité, tout ça, il en avait horreur. Ça ne l'intéressait pas. Et pourtant, il reçoit, il le dit, bon, je n'étais pas sur place, donc je ne fais que transmettre, mais il entend une voix, comme si c'était la voix d'une vieille femme de 150 ans qui aurait fumé le cigare toute sa vie. Une voix rocailleuse, comme ça. Ouais. Et donc, il entend cette voix, et cette voix lui dit « Es-tu prêt à travailler ?» Et ce n'était pas vraiment une question. Donc, pendant 8 jours et 8 nuits, le voilà dans ce lieu où il habite, dans un lieu reculé de l'île d'Ibiza. Il reçoit par cette voie de l'information à propos de ce que sont les matrices, les matrices humaines, les matrices végétales, animales, les explications sur le cosmos. Et donc, au sortir de ces 8 jours et 8 nuits, il n'a qu'une seule envie, prendre toutes ses feuilles et les jeter au feu. Heureusement, il ne le fait pas. Avec quelques amis, entre 87 et 92, le décodage commence. Et petit à petit, le décodage montre qu'il y a une ligne directrice, qu'il y a une intelligence qui organise toutes ces informations. En 1992, il arrive avec un système qu'il appelle le Human Design System. Il est anglophone. Donc, le Human Design System.
92. Et à partir de là, il commence à enseigner ce que cette voix lui a transmis et le système du design humain, puisqu'il nous demande après, dans les années 2000, de traduire en la langue de chaque pays, de traduire le Human Design System. Mais entre ce personnage donc, qui reçoit ces messages en canalisation, puis ensuite qui les retranscrit en écriture automatique, et la création du design humain, ce message parlait du chaos que nous vivons aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que je parle d'un message prophétique. Parce qu'il annonçait... En fait, ce système va décrire de façon très mécanique. Le design humain est un outil mécanique. Un système d'évolution de l'humanité sous forme de... voyez ça comme des roues imbriquées les unes dans les autres, des roues dentées. Et il y a une roue fixe externe avec des serrures. Et puis une roue mobile avec des clés. Et il se trouve que cette roue mobile, tout doucement, elle change. Et nous arrivons à la période 2027, à la période où les clés qui étaient dans les serrures, ces clés vont changer. Ce sont d'autres clés qui vont venir s'emboîter dans ces serrures. Et cela va entraîner une évolution, ça a déjà commencé, une évolution de l'espèce humaine. Pourtant, tous ceux qui parlent du design humain refusent d'en parler comme un outil divinatoire. Ah, ce n'est pas un outil divinatoire. Pourtant, il prévoit. Il prévoit globalement. Il dit, voilà les mécanismes qui sont en train de se passer. Mais il ne va pas vous dire, si vous faites une lecture avec un analyste ou une analyse de design humain, la personne ne va pas vous dire, il va vous arriver dans quelques semaines la rencontre avec telle personne. Non, ce n'est pas un outil dans ce sens-là. C'est un outil qui donne une cartographie très précise, exacte, fiable de votre véhicule humain. Ce véhicule dans lequel vous vous trouvez en tant que passagère ou passager. Et ce véhicule a des lois. Il a une nature, un type, et il a des lois. Si on ne connaît pas les lois de son véhicule, si on ne connaît pas la nature de notre véhicule, il est normal qu'on fasse des erreurs. Et c'est pour ça que dire que c'est un message prophétique, parce que pour le coup, 40 ans plus tard, effectivement, on vit au cœur de ce qui a été annoncé 40 ans plus tôt, il y a une dimension divinatoire. On peut le voir sous cet angle. On peut le voir sous cet angle. C'est pour ça que... Voilà, je peux tout à fait l'accepter de cette façon, bien sûr, en ce sens. Il ne faudrait surtout pas aller consulter une personne de design humain pour lui dire qu'est-ce qui va... est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie Mais d'ailleurs, la plupart des gens qui parlent qui s'intéressent au design humain, en tout cas qui voudraient avoir leur... On parle de quoi? On parle de thème? Un thème de design humain? Oui, on peut parler un thème de design humain. Alors, dans le thème, il y a des profils, il y a la nature du véhicule. C'est assez riche, en fait, comme système, puisqu'il englobe beaucoup de choses. Et c'est complexe, hein. C'est un système qui est très simple, mais il a beaucoup de couches, et du coup, il devient complexe. Complètement. Mais vous savez, c'est la même chose qu'une lecture d'un thème astral. Exactement. En astrologie, celui qui n'est pas au fait de l'explication, en tout cas d'une lecture claire, c'est compliqué. Hein. Ah oui, ça demande de la finesse et puis de l'expérience pour décoder les différentes parties d'un être humain, d'autant plus que une matrice humaine n'est pas quelque chose de linéaire, c'est très complexe, c'est paradoxal, il y a des parties qui vont contredire d'autres parties, et tout ça fait partie de la richesse de notre expérience. Alors comment se fait-il que vous qui venez d'un milieu, alors presque cher confrère, parce que vous avez travaillé évidemment dans les milieux des médias, et notamment dans une grande maison à Boulogne-Billancourt aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'en 2002, visiblement, vous dites la vie m'a envoyé un nouveau message, je découvre le design humain. Comment est-ce que vous découvrez cet art, quelque part? C'est presque un art, cette discipline. Le hasard, non, pas le hasard, non, je rectifie, c'est pas le hasard. Parce qu'il ne peut pas y avoir de hasard. Il y a toujours une intelligence, enfin, je crois à ça, peut-être je me trompe, bien évidemment, mais vous savez, à cette question, je réponds toujours, la femme est l'avenir de l'homme. Clairement. Clairement. Non seulement on a écrit là-dessus, on a chanté là-dessus, voilà. Et on en a fait des spectacles. Et on pourra le répéter. Absolument. Pourquoi? Parce que le design humain, c'est pas moi qui l'ai cherché. C'est quelque chose qui est venu dans ma vie, qui est arrivé dans ma vie.
au travers de ma propre femme, C'est ce que j'allais dire. et de l'amie de ma propre femme, la meilleure amie de ma propre femme, qui fait une analyse de design humain offerte par son nouveau copain, vous voyez comment les choses se passent, et puis qui en parle à ma femme, qui dit « Ah, ça pourrait vous intéresser ». On est en 2001. 2002, on va leur rendre visite, c'était à Munich, et puis là, on prend rendez-vous, ma femme dit « Ah, tiens, on pourrait ». Puis moi, je suis plutôt ermite, vous savez, donc « Oh oui, bon, si tu veux, ok, prends rendez-vous ». Ce personnage-là, ancien pilote de l'armée de l'air allemande, reconverti en ce qui serait donc un naturopathe, on va dire quelque chose comme ça en français, il me reçoit en 1 heure. Il me décode. Et je n'étais pas quelqu'un de nouveau dans le domaine de la connaissance de soi. J'étais quelqu'un qui, prof de méditation, depuis l'âge de 18 ans, j'avais l'impression de me connaître bien, etc. Et ce gars, par son décodage, il me fait comprendre que je peux me comprendre. Et là, c'est la révélation. Là, je me dis, ça, je veux le faire. Parce que le design humain, voyez-vous, Marc, c'est pas un outil de connaissance de soi. C'est pas vrai. Vous allez faire réagir en disant ça. Voilà. Le design humain ne vous apprendra rien de nouveau que vous ne connaissiez pas de vous-même parce que vous êtes dans ce véhicule. Vous y êtes depuis votre naissance. Donc vous le savez très bien, vous le connaissez. Et je pourrais prendre des exemples, multiples exemples, pour prouver ça. Par contre, pour comprendre pourquoi je réagis toujours de la même manière dans telle situation, pourquoi je fonctionne comme ça, quels sont mes potentiels, mes forces, quels sont mes points, je ne dirais pas de faiblesse, mais mes points de sensibilité, où je dois avoir une présence, où je dois avoir la compréhension de ce véhicule. Comment il est fabriqué? Quelle est sa nature? Et sur cette base-là, le design humain, il nous parle de 4 types de véhicules différents. Et je précise bien de 4 types parce qu'il circule sur Internet des informations qui sont, sinon fausses, du moins qui ne sont plus en accord avec le design humain originel. 4 types, il existe. Et votre matrice, votre véhicule fait partie de l'un ou l'autre de ces types. Évidemment, quand vous prenez un avion, vous n'allez pas le piloter comme vous conduiriez votre voiture ou sur le vélo. Chacun a un mode opératoire bien spécifique. Si on comprend le manuel de notre véhicule, le design humain est un manuel, et je ne dis pas qu'il est le seul, mais il est un excellent manuel pour comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Quelles sont les lois naturelles, le mode opératoire? On appelle ça la stratégie et l'autorité intérieure. Quand on sait et on respecte ce mode opératoire, c'est marrant parce que ça commence à devenir simple les choses dans la vie. Donc le design humain est un outil et c'est très important dans le contexte de ce que nous sommes en train de parler, de cette histoire de tremblement de terre. Parce que c'est là qu'il ne suffit pas de venir être le, comment dire, venir, comment on appelle ça, d'être, je ne trouve plus le terme, un whistleblower, c'est le terme anglais qui me vient, un lanceur d'alerte. Hein? Il ne suffit pas d'être lanceur d'alerte. Il faut aussi apporter quelles sont les solutions possibles. Qu'est-ce que l'on peut faire dans une situation de chaos qui peut-être devenir encore plus chaotique. Et les solutions que le design humain nous apporte, il y en a d'autres. Je ne conteste pas. Bien sûr, il y a d'autres outils, évidemment. Il y a d'autres outils. Et le design humain n'est pas la vérité ultime. Non. C'est un aspect qui présente les choses et qui peut être utile. Donc, quels sont les outils à votre disposition, à chacune, à chacun? C'est ce que le design humain vous permet d'apprendre, de comprendre. Ah oui, pour fonctionner correctement, j'ai cet outil-là et cet outil. Ma stratégie, en fonction du type de véhicule, et quelle est l'intelligence, le GPS, en quelque sorte, de mon véhicule, pour que, justement, dans cette période-là, si j'applique cela, le mieux que je peux, je ferai mon chemin. Qu'est-ce que le design humain, quand vous le découvrez, donc en 2002, et qu'il y a cette révélation, parce que vous allez découvrir que vous êtes projecteur,
Oui. Alors ça, on va y revenir, parce que c'est très... qu'est-ce que vous apprenez de vous, alors, et qui vous permet d'être dans le bon véhicule? Ce que j'apprends, ce que me dit cette personne, et qui est la révélation, il me dit, tant que vous chercherez la reconnaissance des autres, et c'est quelque chose que je faisais depuis l'enfance, bien évidemment, tant que vous chercherez la reconnaissance, vous obtiendrez de l'amertume. L'amertume, c'est un mélange de tristesse, de colère et de révolte. Je vois ma vie. Quand il me dit ça, je vois ma vie défiler. Depuis l'enfance, l'adolescence, cet adolescent qui souffre silencieusement, qui se recroqueville sur lui-même parce qu'il a l'impression que ses parents ne l'aiment pas. Et ses parents, ils l'aiment, bien évidemment. Et c'est Design Humain qui me le fait comprendre des années plus tard. Mais ils l'aiment à leur façon. Parce que eux sont dans des véhicules différents. Ils sont uniques. Chacun est unique. Donc, ma maman, mon papa ne pouvaient pas m'aimer comme j'attendais qu'ils m'aiment. Et je croyais qu'ils ne m'aimaient pas. Parce que moi, j'attendais, quand je faisais quelque chose, d'obtenir une forme de reconnaissance que je n'avais pas. Alors, je me suis recroquevillé. Et le jour où il me dit ça, ping, je comprends. C'est pas la peine. Tous les projecteurs qui peuvent être ici, qui écoutent, je vous le dis, ne cherchez pas la reconnaissance. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes un projecteur, c'est quoi? C'est une lumière. C'est fait pour éclairer. C'est fait pour concentrer son faisceau lumineux sur l'autre. Lorsque, effectivement, vous prenez conscience de ça, vous le considérez comme un révélateur, et évidemment, les choses, vous devez voir la vie sous un autre prisme, pour le coup, et les choses évoluent au point que vous en devenez un spécialiste du human design, parce que vous allez ensuite tellement être pris dans ce tourbillon passionnant que vous l'enseignez aujourd'hui, et vous êtes professeur de design humain. Alors, la grande difficulté, c'est d'expliquer le mode de fonctionnement, et il faudrait des heures et des heures, parce que j'imagine qu'on ne devient pas spécialiste du design humain comme ça. Je pense que vous avez la pédagogie nécessaire pour nous expliquer quelles sont les grandes lignes du design humain, comment s'y retrouver. On a parlé il y a un instant du fait que vous soyez projecteur. Quelles sont les autres catégories, si je puis dire? On appelle ça catégorie, comment on l'appelle? Oui, les types. Un type, c'est voilà. Nature de véhicule. Vous êtes type de projecteur. Ok. Quels sont les autres et à quoi correspondent-ils? Alors, il y a les projecteurs, pour finir sur le sujet, ils sont à peu près 23, 22, 23, 24% de la population mondiale. Ce sont des statistiques qu'on tient à partir de cartes qui ont été calculées au niveau mondial. Nous avons les manifesteurs. Les manifesteurs, comme le nom l'indique, sont là pour faire, pour agir. Ce sont des entrepreneurs nés. Ce sont des leaders parce qu'ils donnent l'impulsion. Voyez un roi, une reine, quelqu'un qui a une haute stature comme ça, qui a une dignité naturelle. Ce sont des gens qui, simplement par un mot, par une phrase, sont capables de donner l'impulsion d'agir. Ils sont à peu près 9-10% de la population mondiale. Leur champ énergétique, leur aura, si vous voulez, elle est dense, elle est compacte. Ils sont très peu influençables. Par contre, ils influencent très facilement les gens autour d'eux. Parfois même à leur propre surprise. Ils ne comprennent pas pourquoi, ils vont quelque part, et tout de suite, c'est comme si les gens se mettaient au garde à vous, parce qu'il y a une énergie très puissante qui est là. Et ça doit sans doute faire partie aussi de certaines personnes dans l'excès de cette aura. Oui, bien sûr, parce que là, vous touchez du doigt quelque chose d'absolument magique dans le design humain. C'est qu'il y a notre nature, notre authenticité, mais selon l'éducation que l'on reçoit, il y a plein de fausses croyances, il y a plein de mécanismes de protection que l'on met en place très tôt dans l'enfance. Ce qu'on va résumer dans le design humain par le non-soi mental, ce que je ne suis pas, comparé à ce que je suis, un manifesteur ou un générateur, par exemple. Un générateur, c'est au contraire du manifesteur aura dense et compacte, c'est une aura qui est très ouverte, qui englobe, qui enveloppe. Regardez les vidéos qu'on voyait il y a quelques années de ces fameux hugs dans les rues, des parfaits inconnus qui se... Voilà. Eh bien, ce sont les générateurs. Ils ont cette ouverture, cette empathie naturelle avec les autres. Alors ça a des avantages, puis ça a des inconvénients, parce que c'est un peu comme s'ils avaient l'impression d'être une éponge qui capte toutes les énergies autour d'eux. Et
en se disant, mais comment je fais pour me protéger quand ce sont des énergies qui ne sont pas très cool, quoi. Il y a des méthodes, la vie est tellement merveilleuse que, évidemment, vous êtes générateur, vous avez les protections intérieures. Il faut juste que vous sachiez comment les utiliser. Ouais. Et puis, alors eux, les générateurs, on en a de deux sortes. Et ils forment ensemble un groupe de presque 70%, 67% de la population mondiale. C'est vraiment la vaste majorité. Alors il y a le générateur, voilà, et puis il y a le générateur manifesteur. Je vais expliquer un tout petit peu la différence, et ils se répartissent à peu près 30-35% les deux pour arriver aux 67%. Le générateur, et les deux ont cette même aura ouverte, enveloppante, sensible, et tous deux sont soumis à la même loi naturelle, la même stratégie. C'est-à-dire, ce sont des êtres vibratoires. Je vais le décrire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a en eux quelque chose qui est une sorte de caisse de résonance, et tout ce qui se passe autour, ça produit une vibration. Cette vibration, elle va se traduire par un va se traduire par une sensation dans le corps, une sensation agréable, une sensation désagréable, un léger mouvement en avant, un léger mouvement en arrière. Il va y avoir une sensation de froid, une sensation de légèreté. Il va y avoir quelque chose à l'intérieur qui appartient par essence à l'énergie vitale de la personne. Et cette énergie vitale est une intelligence qui est en connexion avec tout ce qui se passe autour d'elle. Elle répond à ce qui se passe. Sa réponse a valeur de guidance. Et ça va être très important quand on parle de chaos. Il faut trouver cet élément. Et le dernier, très rapidement, c'est le réflecteur. Réflecteur. Alors le réflecteur, c'est le type le plus éloigné. Le réflecteur, c'est un type qui le terme refléter, c'est un miroir. Alors, il est idéal, cette personne, dans un groupe, pour savoir l'humeur du groupe. Vous regardez le réflecteur parce que, comme tout miroir, il est là, et puis tout ce qui se passe, tout ce qui se présente à sa surface, il le reçoit et il l'amplifie. C'est tout ce qu'il fait, c'est son rôle. Manifesteur, projecteur, générateur et générateur manifesteur. C'est ça. Et réflecteur. Ce sont les 4 types du design humain. Alors ça, ce sont les 4 types, et évidemment, la première question qu'on se pose, c'est que j'aimerais savoir dans quelle catégorie je me situe. Est-ce que vous êtes capable, si vous dînez avec des gens que vous ne connaissez pas, vous êtes capable de sentir en disant lui doit être comme ci, lui doit être comme ça, sans aucun élément ? Je peux avoir un feeling de ça. Je peux me dire, tiens, cette personne, la manière dont elle se comporte, c'est un manifesteur ou c'est un générateur, etc. Sauf que le design humain nous parle de conditionnement. Il nous parle d'habitude. Or, nous sommes dans des sociétés, particulièrement en Occident, qui privilégient le type des manifesteurs. Ceux qui font, ceux qui n'attendent pas qu'on leur dise et tout ça, qui sont libres et qui agissent. Et du coup, les enfants, quand ils reçoivent ce genre de messages à l'école, à la maison, etc., qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à se comporter comme on attend qu'ils se comportent, c'est-à-dire des manifesteurs. Or, ils ne le sont pas. Et c'est donc du coup très difficile de vérifier, par exemple, une personne qui... déjà de vérifier son type, si effectivement elle est bien comme cela. Et je m'y suis aventuré au début, j'ai très vite compris que on peut tomber juste, ok, parfait, on tombe juste. Mais tomber juste à tous les coups, je ne crois pas. Les conditionnements familiaux, environnementaux et sociétaux peuvent changer la donne et vous donner de mauvaises informations. Tout à fait, et absolument. Quand on n'en est pas conscient, on vit avec, et la révélation du design humain, quand on fait son design humain, ça peut être un choc. Ça peut être Parce que avoir été conditionné toute sa vie d'une certaine manière, penser être ce que nous sommes à l'instant T, et une révélation du design humain qui dit, mais en fin de compte, vous êtes tout l'inverse. C'est ça. Ouf. C'est ça. Ça peut être alors, la lumière est toujours un élément libératoire. Et ici, la lumière, c'est la compréhension. Lorsque je comprends que mes émotions sont des réactions
Alors que d'autres personnes, leurs émotions sont une action. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient que dans notre matrice énergétique, il y a le plexus solaire. Et le plexus solaire, selon la configuration de notre matrice, ce plexus solaire va être soit activé, soit non activé. S'il est activé, il est actif. La personne peut faire tout ce qu'elle voudra de stage pour calmer ses émotions, ça ne marchera pas parce que ces émotions sont conçues pour fluctuer. La personne où son plexus solaire n'est pas défini, pas actif, cette personne, quand elle est chez elle, vous lui posez la question, ou vous lui dites, elle va dire, mais évidemment, et immanquablement, elle va dire, mais oui, quand je suis chez moi, c'est tranquille, c'est calme, au niveau émotionnel, je suis relax, je suis paisible. Par contre, dès que mon mari rentre ou dès que ma femme rentre, ça y est, bon, ça commence à fluctuer, puis je suis dans un mouvement d'humeur. Chacun, en fonction de comprendre, ah mais oui, moi, quand je suis seul, je suis naturellement tranquille, calme. Notre personne va dire, moi non, ça fluctue en permanence. Mais on comprend. Et dès qu'on comprend, on déculpabilise. On arrête de se dire, ah mais il faut que je sois comme ça. Et puis, revenons à ce que nous sommes réellement. Je brûle d'envie de vous demander quel type je suis, à votre avis. J'en sais frustre rien. Je n'ai jamais fait mon design humain. Ouais, et j'en sais strictement C'est vrai, vous rien. n'avez aucune idée de ce que ça pourrait être? J'ai une toute petite idée. J'ai une toute petite idée. Vous faites une activité. Alors, ce que je vais dire là, c'est vraiment du mental. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un qui sent énergétiquement les gens, qui voit les auras. Absolument pas. Ce que je peux me dire, vous faites un métier de projecteur. Vous vous intéressez à l'autre. Focalisez votre attention sur l'autre. Mais ce que je vous dis là, on peut faire votre carte et découvrir que vous êtes un manifesteur ou que vous êtes un générateur. Mais vous voyez, j'ai déjà entendu cette critique un certain nombre de fois, que je suis tout à fait capable d'entendre, que le design humain met dans les cases, être projecteur, générateur, gna 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 gna, mais moi j'ai pas envie d'être dans une case. Et c'est comme l'astrologie, on n'est pas dans des cases. La personne qui s'intéresse en surface au design humain va dire oui, effectivement, il y a des cases. Puis la personne qui va un petit peu plus loin va comprendre ce que nous dit le design humain, c'est que notre véhicule dont nous sommes le passager, la passagère, censé être à l'arrière du véhicule. Ce véhicule est composé de deux parties. La première partie, c'est le corps. Et la deuxième partie, c'est l'esprit. Et chacune des deux peut être constituée, ça peut être par exemple un projecteur. Et de l'autre côté, un réflecteur. Et mis ensemble, parce qu'on ne peut pas faire cette expérience humaine sans un corps et sans un esprit. Quand on met les deux ensemble, on peut obtenir quelqu'un d'autre, on peut obtenir un autre type de véhicule. Donc ça commence à se nuancer et à devenir beaucoup plus fin. Et le rôle de contacter, de faire son design, c'est de contacter quelqu'un qui va pouvoir vous donner les subtilités, parce que peut-être que votre véhicule, en global, est un générateur. Est-ce que vous aimez vibrer? Est-ce que ça vous fait vibrer? Alors, quand je parle de vibrer, c'est pas sensation de plaisir. C'est une sensation, c'est une... Vous voyez, si je prends la main de quelqu'un, la personne va sentir si ma main est ferme, si elle est chaleureuse, si elle est froide, si elle est molle, etc. Il y a des sensations. Vibrer, c'est ça dont on parle pour les générateurs et les générateurs manifesteurs, qui ont la même loi, c'est vibrer. Et le générateur manifesteur, c'est seulement quand il vibre qu'il manifeste ce qui le fait vibrer. Et donc, quand il y a des sensations, ces sensations-là sont une indication. On ne parle pas d'avoir envie d'eux, qui correspond à la motivation, à la volonté, ni au plaisir d'eux, qui correspond à des émotions, la joie, etc. Non, on parle d'une vibration, et c'est une vibration de jouissance ou pas, puisqu'on est dans l'énergie vitale à cet endroit-là. Donc, peut-être vous êtes un générateur, mais la personnalité, ce dont vous avez conscience d'être, une des deux parties, un des deux composants de votre véhicule, lui, peut-être qu'il est projecteur.
Ce qui expliquerait tout à fait que vous intéressez à l'autre, allez le questionner, allez chercher les choses derrière. C'est quelque chose qui appartient au projecteur. Alors, j'irai à ce niveau-là, plutôt projecteur. Mais nous ne connaissons pas non, on ne se connaît pas suffisamment, exactement. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant parce que j'ai eu l'occasion de faire des émissions sur le design humain et je trouve qu'au-delà du fait de connaître, bien sûr, sa vibration propre, ce qui est intéressant, je trouve que c'est lorsque on fait le design humain des enfants, et notamment par rapport aux parents. Ouais. Et il y a tellement d'incompréhension dans les familles, tellement de difficultés entre les parents, des écarts monstrueux entre les parents et les enfants. Le nombre de parents débordés par des situations d'enfants et cette incompréhension qui se gangrène, et voilà. Si on faisait le design humain des enfants, peut-être qu'on comprendrait un peu mieux ses propres enfants. Et ce serait tellement souhaitable que les parents découvrent en quoi leur enfant est unique, parfait, génial, comme eux-mêmes, comme nous tous. Pourquoi la vie ferait des galaxies? Regardez les galaxies, elles sont magnifiques. Regardez une fleur, je ne sais pas, une rose, c'est magnifique. Les travaux de Emoto sur la structure moléculaire d'une gouttelette d'eau, mais c'est magnifique. Pourquoi elle ferait des choses magnifiques? Puis la matrice humaine, ce sera un truc bancal qui ne fonctionne pas très bien. Moi, à titre personnel, j'y crois pas. Je crois que nous sommes parfaitement uniques et géniaux, chacune et chacun. Par contre, quand les parents reconnaissent leur enfant, comme le papa de Pablo Picasso. Il disait « Je dois mon génie à mon père. Il a reconnu très tôt mon talent. » Picasso était un projecteur. Il a reconnu très tôt mon talent. Et il a pu se développer, il a pu développer son génie, tout simplement. Donc, bien sûr que pour chaque parent, il serait tellement précieux, premièrement, de faire en sorte que on puisse avoir l'heure exacte de la naissance de l'enfant, puisque le design humain s'appuie sur les coordonnées de naissance, comme l'astrologie, sur les coordonnées de naissance, dont l'heure de naissance. Plus on sera sûr que c'est bien cette heure de naissance de mon enfant, plus ce qu'on pourra apporter de compréhension sur sa matrice avec le design humain, on sera sûr que ce sont les bonnes informations. Et si on n'a pas? Et si on l'a pas, eh ben on fait au plus proche. Parce que c'est ce qui se passe. Non, en général, on a à peu près l'heure. Alors, parfois, ça peut changer les choses. C'est un état regrettable. Il faudrait que, systématiquement, les parents puissent dire, quand ils croient à ce genre de connaissances, en quelque sorte, eh bien, je veux avoir l'heure exacte de la naissance de mon enfant. Et c'est vrai qu'on a eu aussi pas mal de réactions de gens qui ont tout juste leur date de naissance, parce qu'effectivement, il y a les enfants adoptés, pas toujours facile, qui n'ont pas nécessairement l'heure de naissance. Ouais. Donc, tout ça sont des paramètres qui sont délicats. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un profil de design humain si on n'a pas ces informations-là précises? Alors, si on n'a pas l'information d'heure de naissance du tout, on ne peut pas le faire. Si quelqu'un va le faire, je ne dirais pas que c'est malhonnête, mais non, il faut l'heure de naissance. Voilà. Je suis né à midi. Parce que je ne sais pas trop, ok, on va sortir une carte, on va donner des informations, mais il ne faudra pas s'étonner si la personne ne se reconnaît pas dans ces informations. Bien sûr. Donc, par contre, ce qui est possible de faire, on va dire à peu près 2 heures près, je ne sais pas trop, c'était le matin, à peu près vers ces heures-là, là, il y a des outils que l'on peut utiliser pour affiner et se rapprocher. Mais ce serait tellement, tellement mieux de pouvoir dire, oui, je sais, je suis né à cette heure-là. Voilà. Et en général, on le sait à peu près parce que, en général, c'est le père qui va déclarer à la mairie ou à l'hôpital, il y a un service et il y a toujours une trace. Donc, en Europe en général et beaucoup dans le monde, vous allez à la mairie, vous allez à l'hôpital et vous retrouvez la date et l'heure de naissance, mais c'est une heure qui est à peu près indiquée. Passionnant parce que, encore une fois, je trouve que c'est une approche. Alors, je vais juste montrer des visuels
que vous nous avez apportés. Oui. Ces visuels qui sont évidemment très importants et qui montrent aussi la complexité de l'outil. Parce que quand on voit ça, on se dit, ça c'est un profil? C'est le mien. Ah, c'est le vôtre en plus. Oui, c'est le mien, vôtre. ça. Je savais pas que c'était le vôtre. C'est le mien. Okay. Voilà. Donc ça, là, vous voyez Jacques Chapoutot sous un autre angle. Ça, c'est voilà. Et évidemment, c'est là où on se rend compte de la complexité quand même, de la lecture qui est. Alors ça s'apprend. Bien sûr, comme toute chose. Bien sûr, évidemment. Et vous l'enseignez d'ailleurs. C'est pour ça que je l'enseigne et c'est passionnant de l'enseigner parce que on entre dans les arcanes de ce qu'est un véhicule humain par rapport à un véhicule animal ou végétal. On a une complexité, vous vous rendez compte, il y a 9 centres d'énergie qui gèrent tous les niveaux de notre vie et tous les aspects de notre vie. Ces centres sont connectés par ce qu'on appelle des canaux, c'est-à-dire des voies de communication. Qu'est-ce qui circule entre les canaux? Eh bien, des énergies. Alors, vous avez des énergies ces canaux, ils sont constitués de ce qu'on appelle des portes, c'est-à-dire des potentiels, des dons, des ressources. Ce sont les chiffres que vous voyez qui sont indiqués ici. Et ces chiffres, eh bien, ils font référence au codon du génome humain. C'est comme si notre matrice était encodée génétiquement à la naissance et même 3 mois avant la naissance. C'est la différence avec l'astrologie. Tout ce qui est coloré en noir, eh bien, ce sont des cadeaux que les bonnes fées nous ont faits au moment de notre naissance. Tout ce qui est coloré en noir, ce sont des potentiels, des dons, et nous en avons conscience. C'est la partie psychique dont nous avons conscience, la partie à droite. Et puis la partie à gauche, c'est celle qui est colorée en rouge. Donc tout ce que vous voyez coloré en rouge, eh bien, ça appartient à notre intelligence cellulaire. 3 mois avant notre naissance, ce véhicule a été paramétré, il a été programmé. C'est un véhicule. Et vous n'êtes pas ce véhicule, vous êtes dans ce véhicule. Et pourquoi il a été programmé? Serait la question logique derrière. Parce que ce véhicule, il est là pour une mission. Il a un rôle, il a une tâche bien spécifique à accomplir au sein de l'humanité, au service de la vie, pas au service de l'économie de mon pays ou de ceci ou de cela, ça c'est autre chose. Au service de la vie, l'intelligence créatrice de la vie a mis une intention spécifique, on appelle ça la croix d'incarnation dans le design humain, et il faut, donner l'image complète. Vous et moi, nous tous, nous sommes des cellules, on pourrait le voir comme ça, les cellules d'un corps beaucoup plus grand, celui de l'humanité. Et chaque cellule, les cellules du foie ont un rôle, des reins ont un rôle, de la rétine ont un rôle. Chacun a son rôle bien spécifique. Et si on fonctionne correctement avec notre véhicule, stratégie, autorité intérieure, ce sont le mode opératoire à utiliser, nous serons au bon endroit, au bon moment. Et donc, nous y ferons la tâche qui nous est demandée de faire au service de l'humanité. Comment est-ce que vous pourriez, parce que quand on voit ça comme ça va être difficile évidemment de l'expliquer, mais les formes, par exemple, les carrés, les triangles inversés... N'ont aucune symbolique en tant que telle. Les couleurs n'ont aucune symbolique à part le rouge, le noir. Et parfois, vous voyez du rouge et du noir. Ce sont des potentiels qui sont à la fois dans l'intelligence cellulaire et puis dans la partie personnalité. Et ça, seule l'heure de naissance est nécessaire pour sortir ça. Absolument. Alors pourquoi? Parce que c'est pas nouveau, l'astrologie l'utilise depuis des milliers d'années. Les planètes dans notre système solaire, elles tournent, elles ont leur cycle autour du Soleil, elles tournent. Donc à chaque instant, à chaque seconde, les planètes vont être positionnées à un endroit spécifique du zodiaque, avec les constellations. Donc, à cet endroit, au moment où vous naissez, chaque planète, y compris la Terre dans le design humain, est incluse. Eh bien, chaque planète est à un endroit spécifique dans telle constellation, etc., etc. Et donc, on prend les données précises des positions planétaires, des positions des planètes de notre système solaire, et ces positions vont correspondre très précisément à
une partie ou une autre partie de la matrice humaine, tout simplement. Donc, si le Soleil ou la Lune ou Jupiter se trouve à tel endroit au moment de notre naissance du zodiaque, eh bien ça va activer tel potentiel précisément. Et on peut aller même beaucoup plus loin que ça, puisque chacun des chiffres que vous voyez là n'est pas seulement connecté aux 64 codons du design humain, il y a 64 portes du design humain, aux 64 codons du génome humain, mais également aux 64 hexagrammes du Yi-King. Et les hexagrammes du Yi-King ont ceci de fabuleux, qu'ils nous présentent les descriptions de toutes les énergies disponibles avec des nuances. 6 traits pour chaque hexagramme, c'est-à-dire ce sont des nuances. Et le design humain reprend tout ça. Donc on peut aller dans une description extrêmement fine de chaque potentiel, de chaque talent. Reprenez ce que vous disiez par rapport aux enfants. Les parents pourraient savoir exactement quel est le fonctionnement de tel potentiel de mon enfant. Et comment on peut l'aider. Et ça, c'est important, ça, c'est absolument essentiel. Je trouve que ça éviterait tant de situations conflictuelles. Est-ce que la carte, enfin le profil d'un design humain évolue en fonction du moment, de la période, de l'âge, de l'histoire de celui qui décide de le sortir? Nous voyions précédemment que le design humain est non, je parlais de la matrice humaine qui est paradoxale. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on va nous dire ça, puis à un autre endroit, on va dire exactement le contraire. Eh bien, c'est exactement le paradoxe ici par lequel je vais répondre. Oui et non. Non, la matrice n'évoluera pas, elle ne changera pas de ce que vous avez eu à la naissance, parce que c'est votre véhicule. Et ce véhicule a été câblé pour une fonction bien spécifique. Il n'y a aucune raison que cette fonction change. Mais, vous voyez sur ce graphique qu'il y a des parties en blanc. Et ces parties en blanc, ce ne sont pas des trous, du vide. Ce sont des miroirs. Ce sont des capteurs de votre matrice énergétique. Et ces capteurs vont être sensibles à ce qui se présente à eux. Et là, toutes ces parties-là peuvent évoluer, peuvent avancer. C'est-à-dire qu'en ce moment, et c'est ce qui va nous ramener à notre sujet, quand vous avez deux humains qui sont ensemble, chaque humain n'est plus sa carte d'origine. Il n'est plus son véhicule d'origine parce que nous nous influençons. Nos énergies rayonnent l'une vers l'autre, d'une matrice vers l'autre et vice-versa. Quand vous êtes 3 personnes, 4, 5 personnes, que se passe-t-il? Eh bien, nous recevons, chaque matrice reçoit les énergies émises par les autres véhicules. Et les autres reçoivent les nôtres. Donc nous nous influençons, que nous le voulions ou non, nous nous influençons les uns les autres. Maintenant, quand 3 humains sont ensemble, et vous savez, il y a cette fameuse règle, le tout est toujours plus que la somme des parties. Le tout est plus que la somme des parties. Ce que vous êtes, ce que je suis, est plus que l'assemblage de ce corps et de cet esprit, qui, lui-même, le corps, est un assemblage de quelques milliers, dizaines de milliers, de milliards de cellules. Nous sommes toujours plus que, en tout cas, le tout est toujours plus que la somme des parties. Vous avez 3, 4, 5 personnes ensemble, automatiquement, il se crée un champ énergétique plus grand, qui est la résultante des composants. Appelons ça une conscience collective. Vous voyez ça dans une famille. Et ce n'est pas la même vibration dans cette famille-là. Prenez une ville par rapport à une autre ville, un village par rapport à un autre village. Vous avez des consciences collectives. Maintenant, allons directement au but. L'humanité tout entière. Nous formons un seul être. On ne le voit pas. On ne le voit pas, cet être. Mais nous sommes les cellules de ce grand corps.
toute cette humanité, par la vertu de cette loi que le tout est plus que la somme des parties, il y a quelque chose qui est créé, que l'on ne voit pas, que l'on ne peut même pas appréhender avec notre intellect et notre intelligence individuelle, mais quelque chose de plus. Et cette chose de plus qui est créée, eh bien, elle a un but, elle a un objectif, comme dans une famille. La conscience collective d'une famille, dans le design humain, on parle de pinta, c'est-à-dire du terme 5, quand il y a 3, 4, 5 personnes, une conscience collective est créée. Et cette conscience collective a des objectifs. Et elle soumet chaque membre de la famille à ces objectifs, qui sont des objectifs de survie, de réussite dans la matière, de belle présentation, etc., etc. Donc l'humanité tout entière est une vaste conscience collective. Nous la formons, cette conscience collective, en permanence, instant après instant. Nous sommes cette conscience individuelle qui, ensemble, forme cette conscience collective. Maintenant, imaginez, pour bien voir la chose, la guerre des mondes, H.G. Wells, une espèce extraterrestre qui arrive, tous ces humains qui se chamaillent, qui se battent entre eux, etc., parce que ceci, tout de suite, le danger vient d'ailleurs, hop, il faut que nous fassions face. Nous sommes une conscience collective et nous devons faire face. Nous parlons de cela. Quand nous parlons du tremblement de terre, nous parlons d'une fréquence vibratoire qui imprègne la conscience collective de toute l'humanité, qu'on le veuille ou non. Parce que cette fameuse loi, le tout est plus que la somme des parties, fait que nous sommes connectés les uns aux autres, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est parfois effectivement très abstrait. C'est absolument abstrait. Comme dans une famille, on ne voit pas cette conscience collective. Elle n'est pas incarnée en chair et en os, mais c'est quelque chose qui est là et qui imprime. On peut avoir une carte, je pourrais vous montrer une carte précise d'une famille, ça se présente très différemment de ça, mais on peut avoir des explications très précises sur les objectifs de cette conscience collective qui va manipuler en quelque sorte chaque individu. Autre schéma que vous nous avez amené. Ah oui, je l'adore celui-là. Qu'est-ce donc? Ce n'est pas parce que c'est ma carte, hein, mais quand j'ai découvert le design humain puis que j'ai vu cette forme, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau! Esthétiquement, c'est beau. Esthétiquement, c'est beau. C'est vrai. Vous savez, c'est comme le calendrier Maya. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la carte de calendrier Maya. Magnifique, c'est une beauté. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là? La couche extérieure, la plus éloignée là, ce sont les 64 hexagrammes du Yiking. Et il y a pour chaque hexagramme des explications très précises qu'on connaît depuis des milliers d'années. On les reprend dans le design humain. Ensuite, vous avez les chiffres. Donc les chiffres, ils vont faire référence d'un côté aux hexagrammes, et puis de l'autre côté aux chiffres qui sont dans chaque forme géométrique qu'on appelle des centres d'énergie. Donc, voyons voir qu'est-ce que je pourrais prendre comme chiffre qui serait le plus visible. Oui, prenons à gauche le chiffre 48 dans le triangle qui est vers le bas, coloré en marron, quelque chose comme ça, et le chiffre 48. Ce chiffre 48, il correspond donc à une porte, à un potentiel. Nous sommes dans le centre de l'instinct, c'est l'intelligence de l'instant présent, de la survie, la capacité de s'adapter lorsqu'il y a des dangers. Et donc, cette porte 48, elle a été activée, vous allez le voir, par les planètes qui sont présentes. Et alors, je ne connais jamais... Le 48, je vais oui, montrez-le, mais le 48, voilà. Mais vous n'avez pas un petit problème droite-gauche, vous? Non. Parce que vous avez dit à gauche, le 48 qui est à gauche. Oui, alors... Non, mais il est à droite. Il est à droite. Sur le graphique, à l'intérieur, le triangle à l'intérieur. Ah, là. Là. Ah oui, pardon. Voyez, il est là, pardon. voilà. Oui, pardon, voilà. il est là, le 48. Oui, tout à fait. Moi, voilà. Moi, j'étais sur ce 48. Et vous avez raison, parce que je le cherchais d'ailleurs. Je ne le retrouvais pas. Et effectivement, le 48 se présente à cet endroit-là, mais dans la matrice humaine, il correspond bien à ce qu'on appelle donc le centre splénique, le centre de l'instinct. Donc, c'est l'intelligence de la survie, de l'adaptation. Et donc, ce chiffre-là,
vous voyez qu'il y a une planète, si je ne me trompe pas, c'est Mars. Là. Voilà. Okay. Mars qui se situe dans le signe de la Balance, la constellation de la Balance. Voilà. Ouais. Et donc, la porte 48, vous voyez qu'il y a la porte 57 qui est juste à côté, la porte 18 qui est un peu en dessous. Tout ça, ça fait partie de effectivement, de cette constellation de la Balance. C'est ça. Voilà. Il se trouve que, dans le cadre, au moment de ma naissance, Mars se trouvait à un degré précis du signe de la Balance. Et donc, cette énergie martienne est venue activer précisément ce potentiel de mon centre instinctif, du centre instinctif de mon véhicule. Ce qui me donne, pour le coup, dans ce contexte-là, et ça le donnera pour toute personne qui a la même chose, on est bien d'accord, eh bien, ça donne un sens instinctif de la profondeur de l'existence. Dans le Yiking, puisque je parlais de Yiking, on parle du puits. Et le puits, c'est quoi? Chaque fois qu'il pleut, il y a des gouttes d'eau qui tombent dans le puits. Et petit à petit, ces gouttes d'eau forment une réserve qui va servir quand on en a besoin. Eh bien, ce potentiel-là, il se trouve que l'intelligence instinctive, quand on a ce potentiel activé, donc coloré en noir, en rouge ou en rouge et noir, ce potentiel va agir de la manière suivante. Toutes les expériences que vous faites dans votre vie, depuis votre naissance, il y a une intelligence qui synthétise tout ce que vous vivez seconde après seconde. Et avec le temps, elle a fabriqué des solutions. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 20 ans, dans 25 ans. Un problème surgit, une situation d'urgence survit et vous avez besoin de cette solution-là. Et votre instinct, il est capable de vous la donner là. Alors évidemment, il faudrait décrire tout ça parce que c'est un long travail pour le coup. Ah là, on est parti pour des journées entières. Ah, c'est sûr. Et c'est passionnant de maîtriser cet outil parce qu'on se rend compte à quel point il englobe, il y a beaucoup de choses. Il y a de la numérologie aussi. Non, il n'y a pas de numérologie. En tout cas, non, mais les nombres. Ouais, il y a les chiffres qui sont là, mais on ne va pas utiliser la symbolique des nombres. La symbolique, absolument. Oui. Mais les nombres, les chiffres quand même sont là, associés avec les planètes. Il y a les planètes. Donc il y a de l'astrologie, évidemment. Et puis tout ça imbriqué. Il y a le Yiking. Le système des chakras, l'inspiration du système des chakras, ce sont les centres que vous voyez ici. Il y en a 9. On parle normalement de 7 chakras dans le système des chakras indiens. Là, on est à 9 centres d'énergie. Donc, on parle de centres d'énergie, mais c'est la même inspiration tant que telle. Et puis, nous avons d'inspiration de la Kabbale, où nous avons, vous savez, dans la Kabbale, il y a les séphirotes, les 10 séphirotes, et puis il y a les voies. On retrouve un petit peu cette même inspiration, puisque les énergies vont circuler entre les différents centres. Êtes-vous manifesteur, projecteur, générateur, manifesteur ou réflecteur? Ça, c'est une vraie question. Et c'est une question de base, déjà, avant de rentrer même dans le... Juste, comme vous l'enseignez aujourd'hui, le design humain, à partir de combien de temps, évidemment, ça sera spécifique à chacun, mais on peut commencer à s'amuser avec le design humain? On peut commencer à s'amuser relativement vite, parce que la formation comprend 2 grandes parties. Une partie théorique, qui va expliquer un petit peu justement tout ce graphique. Et cette partie théorique est constituée de 3 cours. Donc, c'est là où on apprend toutes les théories. Et à la fin de ce 3e cours, on a déjà pas mal d'éléments de compréhension pour commencer à regarder les designs des gens, etc., de ses amis et tout ça. Quand on veut vraiment après se spécialiser, devenir analyste professionnel et faire des analyses, alors il y a 2e partie qui est la partie professionnelle composée de 4 modules, chacun enseignant différentes formes d'analyse, des analyses individuelles, quelqu'un vient vous voir, vous faites son analyse, son design humain, mais il peut y avoir pour les couples, il peut y avoir pour spécifiquement pour pourquoi je suis sur cette planète, ce qu'on appelle l'analyse de croix d'incarnation. Et puis il y a aussi, les planètes continuent à tourner, malgré tout. Et donc elles nous influencent. Et à 4 moments spécifiques de notre vie, vers 28-30 ans, vers 38-42, vers 49-50 ans, il y a des périodes, il y a des rendez-vous. Et la vie nous envoie d'autres
matrices qui viennent en quelque sorte pas remplacer la nôtre, mais l'influencer à des moments spécifiques. Et ce qui est fantastique, c'est de se dire un ou une numérologue, un ou une astrologue, un ou une spécialiste du design humain, tout ça réuni pour essayer de voir si tout corrobore. Parce que normalement, oui, à partir du moment où on dresse un thème astral ou un thème de design humain, je le confirme. Ça doit matcher. Je le confirme. Évidemment. C'est-à-dire que quand je reçois, alors je travaille beaucoup par Internet, donc quand je reçois une demande d'analyse, je ne vois pas la personne, je préfère travailler par enregistrement. J'envoie l'enregistrement par Internet. La personne ensuite, si elle a besoin de clarification, elle me contacte et puis soit par mail, soit par téléphone, soit je refais un enregistrement. Je ne connais pas la personne. C'est une personne qui peut se trouver en Lettonie, qui peut se trouver en Belgique, ou n'importe. Bien sûr. Moi, je décrypte tout ça. Et la personne me dit, c'est exactement ça. Et on m'en avait parlé en astrologie. On m'en avait parlé aussi. En numérologie, on en avait parlé. Donc quand on est sur quelque chose qui est juste, forcément, à un point ou à un autre, avec des mots différents, on retrouve la même chose. Inévitablement. La vérité, elle est une. Elle est une, la vérité. Bravo, passionnant. On va vous mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Jacques pour que vous puissiez dresser votre design humain. Et je m'adresse aussi aux chefs d'entreprise. Ça doit être passionnant de connaître les profils des équipes pour voir si effectivement l'un match avec l'autre, comment on structure une équipe de travail et autres. Le design humain est un outil qui est capable de tirer toutes les compréhensions nécessaires pour que une équipe puisse fonctionner de façon cohérente. Et surtout, il y a une branche particulière du design humain qui va travailler là-dessus, qui va permettre de détecter dans un petit groupe, 3, 4, 5 personnes, je vous parlais de conscience collective, de détecter là où il y a des points à être attentifs, parce qu'il y a des manques. Chacun apporte une contribution à cette conscience collective. Et s'il manque certains points, alors il faut y remédier. Et ça, le design humain permet de l'apporter. Bravo. Merci infiniment, Jacques. Merci beaucoup. 2 fréquences vibratoires planétaires s'entrechoquent en ce moment. Le chaos, certes, mais il y a de belles perspectives. Non, c'est une réalité. Enfin, c'est le design humain qui dit ça. Et encore une fois, je ne prétends pas que le design humain donne la vérité. Bien sûr. Mais tenez compte du fait que dans votre vie, si vous avez cette impression que de moins en moins vous pouvez vous accrocher aux choses extérieures, sachez que le temps est venu, non pas de chercher à l'extérieur de vous, y compris au niveau du design humain, d'aller chercher les clés de sécurité. C'est en vous que ça se passe. Exactement, exactement. C'est ce travail d'introspection dont on parle. Merci Jacques. Merci Marc. Merci infiniment. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Je sais que ça va l'être. C'était passionnant d'écouter Jacques. Et quand je disais tout à l'heure que vous aviez cette faculté pédagogique, waouh, elle est là. Et bravo. Merci parce beaucoup. Que c'est pas facile d'expliquer ce genre de choses. Facile. Et encore moins de le décrire comme ça, à la volée, comme on dit. Merci à tous. Commentez donc, partagez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très bientôt.